Salut, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Dans cette vidéo, je vais voir le problème de l'IAMAC 2024, mais le niveau technicien. Ok. Nous allons commencer par voir l'épreuve de mathématiques du niveau technicien. Donc, c'est TS 2024. Ok. Quelqu'un a demandé à ce que je vois ça et je me suis rappelé que je n'ai pas encore fini de corriger l'épreuve de mathématiques. J'avais commencé, mais j'ai seulement corrigé un seul exercice, c'est-à-dire l'exercice numéro 2. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas discuter ce problème, mais je vais discuter les autres problèmes. Donc, sur votre écran, vous allez voir les deux problèmes sur ma tablette que j'ai projeté, mais aussi à gauche, je montre le PDF pour que ça soit un peu plus visible. Mais aussi, je vais mettre l'épreuve là dans le lien en bas de la vidéo pour que ceux qui n'ont pas l'épreuve puissent avoir l'épreuve et travailler sur ça à la maison. Donc voilà, le premier problème, bon, classique, hein, vous avez quatre problèmes. Vous avez un premier problème de probabilité, un deuxième problème de suite entier, défini par une formule intégrale. Ça, je l'ai déjà corrigé. Donc, je vais mettre aussi la vidéo pour aller voir la correction de ceci. OK. Euh, je vais mettre le lien pour la vidéo, en fait. Donc, c'est déjà corrigé ceci. Euh, donc, dans cette vidéo, je ne vais pas discuter ça. Je vais seulement maintenant discuter l'exercice numéro 3 et aussi bien que l'exercice numéro 4. Donc, au total, vous avez quatre problèmes, ok, qui est d'habitude pour 3 heures, pour le niveau technicien. C'est des problèmes classiques de niveau terminal, premier terminal. Et pour ceux qui se préparent, qui sont encore en terminale, c'est une opportunité pour vous de voir, de voir ou de revoir ces notions. Ceux qui sont en première, aussi c'est une opportunité d'apprendre. Euh, mais en général, ces problèmes ne sont pas difficiles. Il faut seulement s'entraîner pendant longtemps et s'habituer à ce genre de problème pour que le jour de l'examen, vous ne perdez pas du temps. Puisque vous avez seulement 3 heures pour résoudre ces problèmes, ben, il faut aller rapidement et de façon très précise. C'est-à-dire, il ne faut pas faire trop d'erreurs. Voilà, donc le premier problème, c'est un problème de probabilité classique. On dit, lors d'une épidémie chez les bovins, on s'est aperçu que si la maladie est diagnostiquée suffisamment tôt chez un animal, on peut le guérir, sinon la maladie est mortelle. Un test est mis au point et essayé sur un échantillon d'animaux, dont 2% sont porteurs de la maladie. Donc voilà, dans la population, dans l'échantillon qu'on a analysé, 2% sont porteurs de la maladie. Maintenant, on obtient les résultats suivants. Donc dans cette population de 2% de porteurs, on dit si un animal est porteur de la maladie, le test est positif dans 85% des cas. Maintenant, si un animal est sain, le test est négatif dans 95% des cas. Ces informations, c'est pour vous dire que le test n'est pas totalement fiable. Il y a un, un petit pourcentage d'erreurs. On choisit de prendre ces fréquences observées comme probabilité. Dans les fréquences, on a 2% qui est 0,02, c'est une probabilité. Donc, c'est la probabilité d'avoir la maladie. OK. On a 0,95% ici qui est aussi une probabilité. Lorsque vous avez la maladie, c'est une probabilité conditionnelle ici. Ici aussi, c'est une probabilité conditionnelle. Maintenant, on note les événements M étaient les événements, être porteur de la maladie et avoir un test positif. Construire l'arbre de probabilité. Okay, nous allons voir ça tout à l'heure. On dit un animal est choisi au hasard que la probabilité que son test soit positif, c'est une probabilité conditionnelle. Un animal est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif, et la probabilité qu'elle soit porteur de la maladie. Donc, aussi une probabilité conditionnelle. Maintenant, on choisit 6 animaux au hasard, la taille est telle qu'on peut assigner le tirage avec remise. On note une la variable aléatoire qui est associée au nombre d'animaux, au nombre d'animaux choisis, associé au nombre d'animaux ayant un test positif, qui est la loi de probabilité de Hines, qui est la probabilité d'avoir. Bon, ici, c'est une loi binomiale. Je vais vous répéter le schéma de Bernoulli plusieurs fois. Donc, on va voir, les paramètres sont donnés, n égale à 6. Maintenant, on va voir la probabilité. C'est la probabilité
que l'animal soit testé positif, qu'on aurait déjà calculé ici. Okay. À cette question-là. Donc, voilà le premier problème. Avec ce premier problème, vous allez voir tout à l'heure que c'est juste l'application des formules de coût. Après ça, le troisième problème que je vais discuter dans cette vidéo, ça concerne en fait les transformations avec les nombres complexes. Okay? Donc, le plan R1, vous avez un repère orthonormal direct. On a F, l'application du plan dans lui-même qui est au point M d'affiche Z, associé au point M' d'affiche Z, et Z' est donné par ceci. Okay? On donne quelques points avec des affiches. On dit de déterminer sous forme trigonométrique l'affiche C' de C', image de C par, voilà. Donc, on a C', c'est l'image, c'est F de C. Donc, on va déterminer ce C', là, sous forme trigonométrique. On va déterminer l'affiche D du point D ayant pour image. On donne maintenant l'image, on veut qu'on repart en arrière. Pour tout nombre complexe Z, on note P le module de ceci et P' le module de ceci. Démontrer que P'. Bon, ceci aussi, on va voir. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué ici. C'est une question classique. B, on nous dit de démontrer que si M appartient au rayon du centre A, au cercle plutôt du centre A et du rayon 2, de montrer que M', son image appartient aussi à un autre cercle. Donc, on va déterminer les caractéristiques. Et la dernière question, qui est aussi une question classique terminale, c'est de déterminer l'ensemble des E, l'ensemble E des points M d'affiche Z tel que Z' soit un nombre réel. Ok, non nul, bien sûr. Donc, ça, c'est l'élément du grand R privé de 0. Donc, ça, c'est le problème numéro 3. Et le dernier problème, c'est un problème d'étude de fonction. On donne cette fonction-là. Techniquement, la question est cassée en de petites questions, mais on pouvait seulement vous donner ça. On va dire étudier la fonction. Ok, étudier cette fonction. Étudier cette fonction. Ok. Donc, voilà le problème que nous allons regarder ici. Comme je l'ai dit, je vais vous mettre l'épreuve en lien pour que vous téléchargez l'épreuve. Donc, voilà, les 4 problèmes sont ici. Aussi, vous aurez aussi d'autres problèmes, hein, l'épreuve d'anglais, vous aurez l'épreuve là, quand je vais mettre, vous aurez tout. En fait, c'est toute l'épreuve du concours, quoi. Aussi, il y a le problème de physique que je vous informe. Soyez toujours en ligne parce que je vais corriger aussi les problèmes de physique du niveau technicien. Mais pour le moment, nous allons voir que l'épreuve de les problèmes de mathématiques. Donc, sans plus tarder, allons voir la solution. Dans l'épreuve ici à gauche de votre écran et la solution, je suis en train de montrer ça à droite. Donc, on dit M, c'est l'événement être porteur de la maladie. Okay, c'est dit ici. M, c'est l'événement être porteur de la maladie. Et T, avoir un test positif. OK. Maintenant, on demande, la première question, c'est de construire l'arbre de probabilité. L'arbre pondéré des probabilités. Donc, on va commencer, on a 2, vous avez M et vous avez M bar, c'est-à-dire l'opposé, l'événement contraire de M. Maintenant, on nous a dit de prendre les fréquences qu'on nous a données comme des probabilités. Donc, on nous a dit que dans l'échantillon qu'on a essayé, il y a 2% des animaux sont porteurs. Donc, la probabilité de M, okay, d'être porteur de la maladie, c'est 2%. Ça fait 0,02. Donc, faites 1 moins ça, vous aurez 0,98 pour la probabilité de ne pas porter la maladie. Maintenant, quand vous portez la maladie, on dit si un animal est porteur de la maladie, donc lorsque M est réalisé, le test est positif dans 95% des... Donc T est réalisé dans 0,95. Donc T bar sera réalisé dans 0,15%, 0,15 la probabilité, ou 15% des cas. Et puis de l'autre côté aussi, on dit si l'animal est sain, le test est négatif dans 95% des cas. Donc, lorsque M bar est réalisé, dans 95% des cas, T bar est réalisé. Et dans 5% des cas, T est réalisé. Donc, déjà, si vous réussissez à construire ce table-là, le problème est résolu. Hein. Donc, c'est ça qui est ici, l'arbre de probabilité. Okay? Une fois que l'arbre est construit, tout est réalisé. Tout est fini, quoi.
On dit un animal est choisi au hasard. Quelle est la probabilité pour que son test soit positif? Donc, on veut en fait la probabilité P de T. Okay? On va simplement utiliser la formule de la probabilité totale. Probabilité totale. Okay? Donc, vous faites T, vous allez, vous prenez T, vous calculez son intersection avec les deux autres événements, avec être porteur de la maladie et être non porteur de la maladie. Vous additionnez ça et ça vous donne simplement la probabilité de T. Donc, on a P de T, ça va P de M, l'intersection de M et de T, plus M bar et de T. Et vous lisez, hein, vous lisez tout. Vous suivez simplement la branche là. Hein. Dans la branche là, et vous suivez cette branche. Et vous additionnez les deux probabilités. Si vous faites bien le calcul, vous allez trouver ceci. Ça veut dire que vous avez approximativement 6,6% d'animaux ayant le test positif. Donc voilà un peu, ça c'est la première question. Maintenant, tout ça, ça part simplement de l'arbre, de la construction de l'arbre pondéré des probabilités. La deuxième question, c'est qu'on dit un animal est choisi au hasard, quelle est la probabilité? Non, ça c'est la première. Oui, la deuxième question, la troisième question maintenant. Un animal est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif. Donc, c'est une probabilité conditionnelle. Vous savez déjà que le test est positif. OK? Maintenant, quelle est la probabilité qu'il soit porteur de la maladie? Donc, c'est la probabilité de M sachant T. Vous appliquez simplement la probabilité, la formule de la probabilité conditionnelle. Ça fait la probabilité de M inter T divisé par la probabilité de T. Maintenant, la probabilité de M inter T, c'est en fait, ce que je ne l'ai pas écrit, mais ici c'est M inter T, c'est P de M, pas P en fait. La sortie en fait c'est M. Vous avez M inter P là, vous avez ici, vous aurez M inter T bar, ici vous aurez M bar inter T, et puis vous avez M bar inter T bar. Donc la probabilité de M inter T, c'est ici, hein. On suit la branche, là, vous multipliez. Donc ça va 0,02 fois 0,85. Et la probabilité de T, on l'a déjà calculé, 0,066. Si vous faites bien le calcul, ça va vous donner approximativement ceci. Donc environ, vous avez 25,7%. Donc voilà notre probabilité pour que lorsque vous avez un animal qui soit testé, si l'animal est déjà testé positif, la probabilité que l'animal soit porteur de la maladie est de 0,25 ou 0,26%. 0,26, ça c'est la probabilité. Excusez-moi, je suis en train de dire avec déjà les probabilités. Donc voilà. La troisième question maintenant, la question qui suit, on dit, maintenant, ça c'est la question numéro 4. On choisit un certain nombre d'animaux au hasard, la taille est telle que on assimile les tirages avec remise. On dit ins la variable aléatoire qui aussi animaux choisis associe le nombre d'animaux ayant un test positif. Donc ça c'est classique, c'est que vous avez, vous choisissez 6. Maintenant dans les 6 là, vous comptez le nombre d'animaux ayant un test positif. C'est un schéma classique de Bernoulli. Parce que chaque fois que parmi les 6, là, chaque fois que vous regardez un animal, vous êtes affaire à ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Donc, vous avez deux possibilités. Okay. Soit c'est positif, soit c'est négatif. Et vous répétez ça 6 fois. Donc, vous avez en fait une loi. Ici, on a une loi binomiale. Okay. Et la loi de probabilité, lorsque grand X est égal à un certain cas, est donnée par ceci. Et ceci, c'est la formule de combinaison. Tout le monde connaît ça. Ça fait factoriel de n, factoriel de k et n moins k factoriel. Okay. Donc voilà, ça c'est la loi binomiale. Et la probabilité, ici, c'est la probabilité d'avoir un test positif. Okay. Donc on a P de T qui fait 0,066, ce qu'on avait déjà calculé. La dernière question dit quelle est la probabilité pour avoir au moins un de 6 animaux, pour qu'au moins un de 6 animaux ait un test positif. On va prendre l'événement contraire. Donc, on veut la probabilité de grand X supérieur ou égal à 1. Donc, on va dire que c'est égal à la probabilité de grand X égale à 0. Okay? Et là, vous calculez ça.
en utilisant exactement cette formule-là. Et la réponse, ça doit vous donner ceci. Autre façon de calculer ça, c'est de faire P de grand X égale à 1, plus P de grand X égale à 2, plus P de grand X égale à 3, comme ça, plus P de grand X égale à 6. Mais ceci, c'est long, vous aurez à calculer 6 probabilités. Mais quand vous prenez l'événement contraire, c'est plus rapide, et puis vous trouvez la réponse. Donc voilà la fin du premier problème. Et comme je l'ai dit, il n'y a rien de sorcier ici. C'est l'exercice terminal, même de premier, classique qu'on vous donnera. Et le truc, c'est de comprendre le problème et de bien construire l'arbre là. Une fois que vous construisez l'arbre pondéré des probabilités, le reste du problème est direct. Okay? Et il faut faire plusieurs de ce genre d'exercices pour que ça vienne au concours. Techniquement, ceci en 5 ou 10 minutes, vous avez fini. Ou même 10 minutes, c'est trop. En 5 minutes, techniquement, vous avez fini ça. Maintenant, le problème suivant. Ça, le problème numéro 2, comme je l'ai dit, je l'ai déjà traité. Donc, je ne vais pas regarder ça. On va sortir ça et on va voir maintenant le problème numéro 3. OK? Qui est aussi un problème classique de nombres complexes sur les nombres complexes. Donc, nous allons voir ce problème-là ensemble. Donc voilà, ici le problème 3, c'est un problème de nombre complexe. On dit le plan est rapporté à un repère orthonormal, OUV. F, c'est l'application du plan dans lui-même. Maintenant, on prend le point M d'affiche. L'affiche doit être différent de moins 1 pour que l'application soit bien définie. Et on lui associe le point M' d'affiche Z'. On donne Z de A égale à ceci, Z de B, Z de C. Donc, on donne les points A, B et C dont les affiches sont données par ceci. Okay? Les points là sont donnés ici. Maintenant, on nous demande la première question, c'est de déterminer sous forme trigonométrique l'affiche C' de C. Donc, il faut simplement calculer F de C, hein, F de Z de C. Donc, vous prenez Z de C, là, c'est donné, moins I, vous remplacez dedans. Donc, si vous remplacez, vous arrivez à ceci. OK? C'est juste, il faut vous remplacer dedans. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous aurez moins I, moins 2. Donc, ici, vous avez I au carré, moins 2. I au carré, ça fait moins 1. Et quand vous remplacez à moins I au dénominateur, vous aurez 1 moins I. Maintenant, il faut multiplier par l'expression conjuguée. Donc, si vous faites bien, vous devez arriver à ce point-là. Maintenant, ceci, c'est connu. 1 plus I, c'est pour ceux qui sont déjà en terminale et ont déjà fait les nombres complexes. 1 plus I, tout le monde connaît ça. 1 plus I. Vous devez savoir que ça fait toujours racine carrée de 2. Plus c'est 1, 1. Et ceci, vous aurez cosinus de pi sur 4. Plus I sinus de pi sur 4. OK. Ça, c'est déjà ceux qui ont déjà le niveau terminal. Ceux qui sont encore en première et qui n'ont pas encore fait les nombres complexes, comment on arrive à ce résultat-là? Lorsque vous avez 1 plus, vous avez techniquement A plus IB, un nombre complexe comme ça. OK? Vous voulez la forme trigonométrique. La première des choses qu'il faut calculer, c'est ce qu'on appelle le module, OK, ou bien la norme. Donc, le module de ceci, ça va faire racine carrée de A au carré plus B au carré. OK? Maintenant, si vous voulez l'angle là, comment j'ai trouvé cet angle-là? Vous allez chercher cosinus de θ qui va faire A divisé par le module que vous venez de calculer, A au carré plus B au carré. Et vous avez sinus de θ qui vous donne B divisé par A au carré plus B au carré. Et connaissant le cosinus de sinus, vous pouvez identifier l'angle là. Maintenant, dans notre cas ici, nous avons racine carrée de 2. Donc, vous aurez 1 sur racine carrée de 2 plus 1 sur racine carrée de 2. Et l'angle qui a cette caractéristique-là, c'est 45 degrés, ou bien pi sur 4. OK? C'est pourquoi, d'ici, ceci, j'ai écrit que ça nous donne ceci. Vous avez sur racine carrée de 2, là, qui est la norme, et vous aurez cosinus de pi sur 4 plus 6 sinus de pi sur 4. Mais n'oubliez pas, il y a un moins au dehors ici. Et chaque fois que vous avez un moins, avec les nombres trigonométriques, ça fait en fait, vous ajoutez pi à l'angle, en fait. Que l'angle que vous avez, vous ajoutez un pi à ça. C'est une rotation de 180 degrés. Donc, quand vous ajoutez pi à ça, vous avez pi sur 4 plus pi, donc ça vous donne 5 pi sur 4. OK? Et c'est ça, c'est pour cela ici, j'ai 5 pi sur 4. C'est 4 ici. Donc, vous avez 5 pi sur 4. OK?
Donc voilà, donc finalement, voici la forme trigonométrique de ce qu'on nous demande. Ok. Si vous ne voulez pas faire comme je l'ai fait, vous pouvez faire ça directement. C'est-à-dire, ici, ce point-là, ici, vous pouvez écrire ça comment? Vous pouvez écrire comme 3 sur 2, vous avez moins 1, moins i. Ok. Vous laissez le 3 sur 2, vous écrivez maintenant ceci, maintenant sous forme trigonométrique. Vous allez voir que le cosinus va vous donner euh, moins 1 sur racine carrée de 2. Le sinus, ça va vous donner moins 1 sur racine carrée de 2. Cosinus et sinus sont négatifs, donc ça veut dire que vous êtes dans le quatrième cadran. Vous êtes en bas ici. Okay? Parce qu'on a sinus négatif, cosinus négatif, vous avez ici. Et l'angle qui correspond à ça, c'est à 5 pi sur 4. Donc, voici la forme trigonométrique que le problème est en train de demander. Maintenant, la deuxième question dit de trouver le point D, la fiche du point D pour que l'image... voilà, on donne l'image maintenant. Donc, on dit que f de z de d égale à 1 demi. OK? Maintenant, il faut trouver z de d. Donc, vous posez tout ceci égal à 1 demi et c'est juste assez de transformation. Vous transformez. Et puis, finalement, vous devez arriver à ce résultat-là. Si vous résolvez bien, vous devez trouver que z de d égale à 2i moins 1. OK? Donc, le D qu'on nous demande ici, ils ont dit d'appeler ça D, ça va faire 2i moins 1. OK? Simplement. Donc, faites ça à la maison et essayez de confirmer ma réponse. Comme je le dis dans cette vidéo, c'est juste pour vous montrer la procédure pour arriver au résultat. Mes résultats, mes calculs numériques peuvent ne pas être toujours corrects. Donc, faites attention à ça. Mais l'essentiel, c'est de comprendre comment arriver au résultat. Et si vous trouvez un problème dedans, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. La question qui suit maintenant, on dit 3 pour tout nombre complexe z différent de 1. OK. On note P, le nombre complexe, le module de z plus 1. Je pense que ça doit être moins 1 ici. Bon, ils ont dit 1 quand même. Ça doit être moins 1. Je pense que c'est moins 1. C'est le z tel que le dénominateur ne soit pas 0. OK. Maintenant, on dit le module de... Non, je suppose que ceci c'est moins 1. On note P le module de z plus 1 et P' le module de z prime plus 1. Démontrer que pour tout P prime égale à ceci. Donc voilà, on dit le module de z prime plus i. Z prime, c'est en fait ceci, c'est tout ceci. Okay? Donc on va ajouter i à ça. Donc quand vous ajoutez i, si vous transformez, vous aurez iz moins 2. Là, vous multipliez ceci plus iz plus 1. Le tout sur z plus 1. Okay? Donc en fait, ceci, vous voyez quoi? Les iz s'en vont. Okay? Donc en gros, vous aurez moins 2 plus i sur z plus 1. Donc P prime, en fait, ça fait le module de ceci. Donc on prend la norme de ceci, multiplié par le module de z plus 1. Rappelez-vous que quand vous avez module de A sur B, si A et B sont des nombres complets, ça fait module de A sur module de B. Donc ici, en fait, vous avez module de Z plus 1, ici vous avez module de Z plus 1, les deux s'en vont. Donc finalement, vous avez simplement module de ceci, qui n'est rien d'autre que racine carrée de 2 au carré plus 1 au carré. Donc ça fait racine carrée de 5. Donc c'est ce qu'on nous demande de montrer en fait. Il y a rien à faire, il y a pas grand-chose à faire ici. OK. Donc, cette partie, nous avons montré ça, ok, simplement en remplaçant z prime plus i et en calculant son module multiplié par le module de z plus 1. Maintenant, ce qui suit, la question qui suit, c'est une question classique aussi terminale. Okay. On dit si le point M appartient au cercle C de centre A et de rayon 2, montrez que M' appartient à un cercle C'. Donc, on précisera les caractéristiques. Les caractéristiques dont on parle ici, on parle du centre et le rayon. OK. Maintenant, aussi nombre complexe. Lorsqu'on vous dit qu'un cercle a un rayon R et de centre, l'équation complexe de ce, c'est Z moins Z de C égale au rayon. OK. Donc, vous prenez la fiche. Si vous prenez n'importe quel point du centre et vous prenez la différence entre la fiche et le centre, vous prenez la valeur absolue ou le module, vous aurez toujours, ça va vous donner R, le rayon.
Donc, dans notre cas ici, on dit que le cercle, le centre, en fait, c'est A, ok? C'est le point A et le rayon, c'est 2. Donc, on va faire Z moins Z de A égale à 2. Donc, ça fait Z plus 1 égale à 2. Ça, c'est l'équation complexe du cercle. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Nous allons essayer de voir quelle est l'expression. On connaît f de Z, ok? Égale à moins IZ moins 2 sur Z plus 1. Maintenant, je vais exprimer Z en fonction de f de Z. Autrement, je vais exprimer Z en fonction de Z'. Okay? Donc, nous avons Z' égale à ceci. Donc, si vous développez, vous arrivez à ceci, vous manipulez un peu, vous pouvez montrer que en fait, Z, ça vous donne ceci. Okay? Donc, ça, c'est l'expression de Z en fonction de Z'. Maintenant, on sait que M appartient au cercle C. Okay? Ça veut dire que Z, module de Z plus 1, ça doit être égal à 2. Donc, je vais remplacer tout le Z là par son expression en fonction de Z'. Ce qu'on a trouvé ici. Donc, si vous remplacez dedans, vous aurez ça plus 1, ça va vous donner 2. Vous arrangez ici. Donc, si vous arrangez, vous aurez quoi? Moins 2 moins Z' plus Z' plus I. Donc, les Z' vont partir. Donc, vous aurez moins 2 plus I. Au dénominateur, vous aurez Z' plus I. Et tout ceci, ça donne donner 2. En gros, ça nous donne quoi? Vous avez module de moins 2 plus I. On avait déjà calculé ça. Ça fait simplement racine carrée de 5. OK? Donc, techniquement, ici, ce que vous avez ici, vous aurez racine carrée de 5 sur module de Z plus I. Tout ça égale à 2. Donc, vous tirez module de Z plus I. Donc, module de Z plus I, vous ramenez 2 en bas. Module de Z prime plutôt. Plus I, ça va vous donner racine carrée de 5 divisé par 2. Donc, on arrive maintenant, on voit que en fait, lorsque vous avez Z, lorsque Z vérifie cette équation, ça équivaut à ce que Z' vérifie cette équation, qui n'est rien d'autre que l'équation d'un cercle. Donc, c'est comme vous avez Z' à moins I, ok? Tout ça, ça fait racine carrée de 5 sur 2. Donc, ce que ça nous dit qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, vous avez un cercle de centre, et le centre du cercle ici a pour affiche moins I. Et on nous avait donné ce point-là. Ce point, c'est quel point? C'est le point C, ok? Donc, nous avons en fait un cercle, le cercle du centre C et de rayon, racine carrée de 5 sur 2. Donc, pour répondre à ça, c'est que vous pouvez écrire que lorsque M appartient au cercle C de centre A et de rayon 2, alors M' appartient au cercle de centre C. Bien sûr, c'est ça qu'ils appellent C', et de rayon racine carrée de 5 sur 2. Donc, voici comment il faut répondre à cette question. Il suffit seulement d'inverser la transformation et puis d'exploiter l'information qu'on nous a donnée sur le cercle de départ. Bien sûr, vous pouvez faire ça par autre méthode hein, si tout est permis, mais je pense que ceci est plus rapide. Mais si vous trouvez une méthode plus meilleure, bon, on dit tout chemin mène à Rome. Hein. L'essentiel, c'est d'être seulement logique et d'être consistant. La dernière question maintenant de déterminer l'ensemble E des points d'affiche Z tels que Z' soit un nombre réel non nul et de vérifier que D appartient à E ici. Bon, vous avez déjà D, hein, on avait déjà calculé D, vous pouvez rapidement vérifier que ça appartient à C. On a donné l'équation de C. Il suffit de remplacer Z de D dedans ici. Donc ça, je ne vais pas, je vous laisse faire ça à la maison. On va montrer maintenant l'ensemble E qu'on est en train de nous demander. Et pour faire ceci, j'ai pas trouvé une autre façon que de réécrire sous forme algébrique f de z qui fait moins iz moins 2 sur z plus 1. Okay? Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut écrire maintenant z égale à un certain x plus iy. Bien sûr, x, y, ce sont des nombres réels. Okay? Et vous développez. Il faut remplacer, vous remplacez z ici, vous remplacez z ici. Okay? Donc, si vous faites, vous devez arriver à ça. Et avec un peu de manipulation. Okay? Donc, manipulation. Je ne vais pas montrer dans cette vidéo comment faire cette manipulation. C'est un bon exercice qu'il faut s'habituer à faire. Il suffit seulement de faire très attention, de ne pas faire d'erreur. Si vous faites attention, vous ne faites pas d'erreur, vous devez quand même arriver au résultat. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez la partie réelle et vous avez la partie imaginaire. Maintenant, on veut que ceci soit réel. Pour que ça soit réel, il faut que la partie imaginaire s'annule. Bien sûr, le dénominateur est toujours positif, donc on l'oublie. Donc, le numérateur ici doit donner 0. Okay?
Et ceci donnant 0, vous avez moins y au carré moins x au carré plus 2y moins x égale à 0. Ça équivaut à ceci. Et il faut faire un peu de transformation, vous complétez l'expression, comment on dit ça. Vous utilisez la forme canonique de ceci et de ceci aussi. Vous arrivez à ce résultat, finalement à ce résultat. Et qu'est-ce que vous constatez ici? C'est l'équation d'un cercle ici et le rayon, c'est racine carrée de 5 sur 2. Okay? Maintenant, le centre du cercle a pour coordonnées moins 1 demi, vous avez 1. Okay? Maintenant, c'est pas tout. Est-ce que c'est ça l'ensemble E? Il faut vérifier, puisqu'on dit que ce sont des nombres réels non nuls. Donc, on va poser F de... On veut en fait que la fiche de M' soit réelle non nulle. Donc, on va poser F de Z égale à 0. Rappelez-vous que F de Z, c'est Z' égale à 0. Et on voit que en fait, ça nous donne Z égale à 2i, qui n'est rien d'autre que la fiche du point B. OK? Maintenant, on va vérifier si ce point appartient à ce cercle-là. Okay? Mais c'est facile à vérifier. Puisque ce point a pour coordonnées quoi? Le x, c'est 0. Le y, c'est 2. Donc, si vous remplacez dedans, vous aurez quoi? 1 demi au carré. Donc, vous remplacez x égale à 0 ici. Donc, vous aurez 1 demi au carré qui fait 1k. Et si vous remplacez y égale à 1, donc 1k plus 1, ça fait effectivement 5 sur 4. Donc, le point B appartient au cercle. OK? Donc, le point d'affiche Z égale à 2, il appartient au cercle d'équation. Et ceci voudra dire que l'ensemble E, en fait, c'est le cercle de centre, de ce centre-là, ok, centre moins 1 demi 1, et du rayon racine carrée de 5 sur 2, mais privé du point d'affiche Z égale à 2, qui n'est rien d'autre que le point B. Donc, ça, c'est l'ensemble E qu'on est en train de nous demander. Et bien sûr, vous pouvez vérifier hein, que D appartient vérifier que D appartient à E. On avait déjà déterminé, on a déjà la fiche du point D. Donc, D est connu. Et une fois que D est connu, voilà, D, c'est moins 1, 2. Okay? Donc, si vous prenez ce point-là, moins 1, 2, vous remplacez ici. Vous mettez dans le cercle, vous allez voir que vous arrivez. Donc, si vous prenez moins 1, vous aurez moins 1, donc vous avez moins 1 demi, et vous remplacez 2 ici. Donc, moins 1 demi au carré, plus 1 au carré, qui bien sûr vous donne 5 sur 4. Donc, D appartient à E. Cette vérification, et en plus, on avait déjà vérifié que D appartient à C. Donc, voilà la fin du problème numéro 3, qui n'est rien d'autre que des applications, des exercices classiques. C'est un exercice classique sur les nombres complexes niveau terminal. Okay. Pour ceux qui connaissent déjà ça, c'est peut-être une opportunité pour réviser. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi une opportunité pour apprendre. Et n'hésitez pas à me laisser des questions si vous voulez un peu plus d'explications sur certaines choses. Bien sûr, je dis ça pour ceux qui n'ont aucun niveau, ceux qui n'ont pas encore approfondi leur connaissance des nombres complexes. Ceci étant, nous allons continuer. Nous allons voir maintenant le dernier problème, okay, qui est aussi un problème classique sur une fonction. Donc, le dernier problème, ici, qui est le problème numéro 4, on donne cette fonction-là. Okay. Cette fonction f de x égale à x ln de x au carré moins x plus 1, le tout plus 1 divisé par x. Et la première question, c'est de déterminer le domaine de définition de la fonction. Okay. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x éléments de R, tel que on veut s'assurer que ce qui est à l'intérieur de ln là soit strictement positif, okay, et que le dénominateur ici soit non 0. Maintenant, ce qui est ici, c'est toujours positif. Pourquoi? Parce que vous avez x au carré moins x plus 1. Si vous calculez le discriminant de cette histoire, vous aurez 1 au carré moins 4 qui fait moins 3. Ça veut dire que ce polynôme a toujours le signe de A. Maintenant, le signe est positif ici. Donc, ceci est positif. Donc, on n'a pas strictement positif. On n'a pas à s'inquiéter de ceci. Donc, il faut simplement enlever le dénominateur. C'est quoi le domaine de définition de cette affaire? Ceci, qui n'est rien d'autre que grand R privé de 0 ou grand R star. Okay? Maintenant, on demande la deuxième question. Donc, ça, c'est la première question qui n'est pas compliquée. La deuxième question, c'est de calculer les limites de f aux bornes de d. Donc, on va voir les limites de f aux bornes de d. Les bornes, ici, vous avez moins l'infini, on a un 0 et puis on a plus infini. Donc, on va voir
la limite lorsque vous tendez vers 0 par valeur positive. Donc, on est ici. Ceci, ça nous donne plus infini. Mais comment il faut voir ça? Simplement, vous séparez. Hein, f de x, vous pouvez écrire comme ln de quoi? X au carré moins x plus 1 sur x. Ok. Et lorsque vous tendez vers 0, cette partie-là, ça va vous donner ln de 1 qui est égal à 0. Maintenant, vous aurez simplement la limite de 1 sur x. Et x tend vers 0 par valeur positive. Donc, vous avez un nombre positif sur un nombre positif très proche de 0. Ça vous donne plus infini. Vous faites le même argument lorsque vous tendez vers moins infini et ça vous donnera moins infini. Okay? Donc, voilà comment il faut trouver la limite par valeur supérieure à 0 et par valeur inférieure à 0. Maintenant, la limite en plus infini. Aussi la même chose, faites la même chose. Lorsque vous séparez la limite en moins infini, ok? Cette partie, ça vous donnera 0. Okay? Maintenant, cette partie, ça vous donne la limite de l'intérieur. Lorsque vous tendez vers moins infini, ça fait plus infini. Ln de plus infini, c'est plus infini. Donc, vous avez plus infini. La même chose pour plus infini. Ceci, ça donne 0, plus infini. Donc, vous avez plus infini. Bien sûr, lors du concours, il faut justifier hein, ce que je suis en train de dire, vous préciser pourquoi vous avez cette réponse-là. Donc, mais ce n'est pas compliqué. Ces limites-là ne sont pas difficiles à calculer. Maintenant, la question qui suit, on dit interpréter les résultats. L'interprétation que vous avez ici, lorsque vous avez ceci, ça vous dira quoi? Ça vous dit que vous avez en fait une asymptote verticale. Ok? Donc, on a des asymptotes verticales. Ce que ça veut dire, c'est que votre courbe, ça fait quelque chose comme ça. Et peut-être ça fait aussi quelque chose comme ça. Lorsque vous êtes en x égale à 0. Ok, x égale à 0. Donc, vous avez ce comportement, la courbe longe et aussi ça longe dans cette direction-là. Mais ça ne touche pas à 0. On verra ça lorsqu'on va tracer la courbe. Donc, c'est l'interprétation. En plus infini, on ne peut pas dire grand-chose. On verra plus tard. Techniquement, quand vous avez ça ou en moins infini, est-ce que vous avez une asymptote ou pas? On ne peut pas dire. Si vous avez plus infini, techniquement, il faut aller calculer cette limite-là. F de x sur x lorsque x tend vers infini. Et selon les résultats, nous allons interpréter, vous avez asymptote oblique, vous avez asymptote. Vous n'avez pas d'asymptote, mais vous avez une branche parabolique. Je vais discuter de ça dans la suite. Mais ici, à ce niveau, l'interprétation, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez d'asymptote verticale, l'équation x égale à 0, en plus infini, aussi bien qu'en moins infini. Maintenant, on demande de calculer la dérivée à f' et de vérifier que f' est égal à ceci. Donc voilà, c'est déjà donné ici, mais je vous conseille toujours de calculer vous-même et de voir si vous pouvez trouver les réponses. Parfois, ils font des erreurs, mais je pense que dans ce cas, il n'y a pas d'erreur, donc ceci est juste. Et nous allons confirmer ça. Donc, la meilleure façon, c'est de casser la fonction comme ça. Donc, vous avez ln de x au carré, moins x plus 1 sur x. OK? Et il faut calculer là. Rappelez-vous que la dérivée de ln de f de x, lorsque vous dérivez ça, simplement c'est f' sur f de x. Donc, on dérive ce qui est à l'intérieur qui vous donne 2x moins 1 sur ce qui est à l'intérieur. Ceci, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Vous arrangez. Donc, ceci va ici, et vous divisez par le produit des deux dénominateurs. Donc, vous arrivez à ceci. Maintenant, ici, vous pouvez factoriser ceci. Ça devient ceci. Vous voyez que vous avez un facteur commun. Et lorsque vous mettez le facteur en commun, vous arrivez à ce résultat. OK. Donc, on arrive à ce résultat final qui est exactement la réponse, le résultat qu'ils veulent qu'on obtient. Donc, on a ceci, on a ce résultat-là. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez que ce terme ne peut pas s'annuler, le dénominateur ne peut pas s'annuler, ce terme est toujours positif, ce terme aussi au dénominateur est toujours positif. Donc, le signe de la dérivée dépend uniquement du signe de x moins 1. Donc, ceci voudra dire que lorsque x est inférieur à 1, voilà, f' de x est négatif, ok? Et lorsque x est supérieur à 1, f' de x est positif. Donc, ça vous donne déjà le sens de variation de la fonction. Maintenant, on dit 4, étudier le sens de variation de f. C'est ce que je disais, vous avez f', donc on va faire le tableau de signes. Vous avez 1 ici qui annule la dérivée.
En 0, la fonction n'est pas définie, la fonction n'est pas aussi dérivable. Donc, en 1, lorsque vous êtes inférieur à 1, tout est négatif. Après 1, c'est positif. Donc, tout décroît ici. Okay? Et c'est ce qu'on a vu. On a vu que la limite en moins infini nous donnait plus infini. Et la limite par valeur inférieure à 0 donne moins infini. Donc, vous avez, ça décroît comme ça. Et puis, supérieur à 0, vous avez plus infini qui décroît vers f de 1. Donc, si vous calculez f de 1, vous allez voir que ça vous donne aussi 1. Okay? Donc, f de 1 égale à 1. Et puis de 1, ça croît maintenant en plus infini. Donc, voici la variation. À partir d'ici, vous pouvez tout dire. Vous dites simplement que dans cet intervalle, la fonction décroît. Dans cet intervalle, la fonction est strictement croissante. Okay? Donc, voilà les variations. La dernière question, c'est de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans moins 0 et vérifier que... voilà. On démontre que la solution est unique. En général, on dira démontrer que ça admet une solution, mais ici, on dit la solution est unique. Lorsqu'on dit la solution est unique, il faut faire un peu attention. Donc, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, mais la fonction f qu'on a étudiée ici, la fonction est continue sur le domaine de définition. Vous pouvez dire comme somme et produit de fonctions continues sur le domaine de définition. Personne ne va vous pénaliser pour ça. Et on a vu que, en fait, sur l'intervalle moins infini à 0, ok, notre intervalle là, la fonction est strictement décroissante. La fonction est continue, est strictement décroissante sur l'intervalle là. Donc, on dit que la fonction f est bijective. C'est suffisant pour conclure que f est une fonction bijective. Parce que c'est ce qu'on appelle une fonction monotonique. C'est strictement monotonique. Ça a un seul comportement. Ok. Et ceci, ça suffit, hein, continue un seul comportement. Ça suffit pour conclure la bijectivité de la fonction. Maintenant, ceci voudra dire quoi? Que c'est une bijection de moins infini à 0 sur f de moins infini à 0. On a calculé, quand vous voyez, quelle est l'image de moins infini à 0. L'image, c'est tout R, hein, c'est complètement R, c'est de moins infini à plus infini. Ok. Donc, l'image, ça fait moins infini à plus infini. Et puisque 0 appartient à ceci, définitivement, f de x égale à 0 a une solution unique. La solution est unique parce que vous avez une bijection. Donc, f, en fait, vous avez un ensemble d'arrivées. Et c'est 1 à 1, chacun avec son image. C'est ce que ça veut dire. Ok. Donc, f de x égale à 0, forcément, vous avez une image en arrivée. Maintenant, pour montrer qu'en fait, on sait que c'est une solution unique. Maintenant, pour savoir là où se situe la solution, c'est qu'on peut réduire cet intervalle-là, quoi. Et ceci, c'est qu'il faut choisir des nombres et calculer leur image. On voit que si vous calculez f de moins 0,96 comme c'est donné, vous allez voir que, en fait, ce que ça vous donne 0,0166. Vérifiez mes calculs si vous ne trouvez pas ça. Mais vous devez trouver un nombre positif. Et quand vous calculez pour ça, vous trouvez un nombre négatif. Ceci voudra dire quoi? Que f de moins 0,96 fois f de 0,4 moins 0,95, c'est négatif. C'est que 0 appartient en fait à l'intervalle. Moins 0,96. Non, appartient à f. Vous avez f de ça et f de moins 0,95. Et ceci voudra dire que alpha forcément appartient à l'antécédent en fait. Donc voilà un peu ce que nous avons. Et c'est comme ça il faut montrer en fait. Montrer l'unicité, c'est simplement de dire que la fonction est bijective et montrer que ça appartient à ce que vous calculez. Vous cherchez l'image des deux nombres là, vous allez voir que leur produit est négatif. Donc, alpha appartient forcément à l'intervalle. La dernière partie, c'est de tracer la courbe de f. Avant de tracer la courbe de f, on a vu qu'on a une asymptote verticale. Mais je vous ai dit, on ne sait pas si on a d'asymptote en infini. Pour voir le comportement en infini, il faut calculer la limite de f de x sur x. Et ceci, ça nous donne ceci, okay, cette limite-là. Vous allez voir que ceci donne 0. Ceci donne 0, pourquoi? Cette partie, c'est 0. Tout le monde doit être d'accord avec moi. En plus infini. Okay? Maintenant, cette partie, vous avez en fait ln de x sur x1. Et la façon dont il faut voir ça, en haut, ici, vous faites sortir, vous aurez ln de x, comme ça, multiplié par... je peux écrire ceci comme ça, vous avez 1 moins x, 1 sur x, plus 1 sur x au carré.
L'intérieur ici, et si vous séparez, vous aurez en fait ln de x plus ln de tout ceci en moins 1 sur x plus 1 sur x au carré. OK. Maintenant, vous voyez, et tout ceci divisé par x, bien sûr. Cette partie-là vous donne 0, puisqu'en infini, tout ceci donne 0, donc vous avez ln de 1 qui fait 0. Donc finalement, vous arrivez à une limite de ln de x divisé par x. OK. Et ceci, bien sûr, en plus infini. Et on connaît ceci, ça c'est 0, puisque la fonction ln croît très moins vite que la fonction x. Donc x domine ln lorsque vous allez en infini. Donc c'est pourquoi ceci donne 0. Et puisque ceci donne 0, ça veut dire que vous avez une branche parabolique qui suit la direction de l'axe des abscisses. Donc simplement, ce que ça veut dire que quoi? Que lorsque vous allez vers l'infini, votre fonction se comporte comme ln de x en fait, de cette façon-là. OK. On va voir la même chose en moins infini. En moins infini, c'est exactement la même chose. Vous faites la même chose. Et qu'est-ce que vous aurez? Vous faites sortir la même chose ici. Hein. J'ai fait une erreur ici. Ça doit être x au carré ici. Okay. Ceci, c'est x au carré. Donc, vous aurez en fait ln de x au carré, qui en fait, ça vous donne 2 ln de x. Okay. Donc, vous arrivez toujours à ce résultat-là. Ici, c'est la même chose, mais il faut faire attention ici, parce que puisqu'on est en moins infini, cette partie nous donne toujours 0. À l'intérieur, vous avez toujours le rho se comporte comme ln de x au carré. Okay. Et le bar ici, qu'est-ce qu'on a? On a en fait, vous avez x. Okay. Maintenant, comment montrer ceci qu'en infini? Vous créez un moins ici et vous oubliez, vous mettez un moins ici. Et le problème est réglé, quoi. Ceci, c'est que vous avez moins ln de un certain grand x au carré, si vous voulez, sur grand x, lorsque grand x tend vers plus infini. Bien sûr, on est en train de changer les variables grand x égale à moins petit x. Et lorsque petit x tend vers moins infini, grand x tend vers plus infini. Et ceci, on sait ce que ça nous donne. Ça tend vers 0. Parce que le 2 descend et puis vous avez 0. Donc aussi, ça veut dire qu'en moins infini, vous avez aussi une branche parabolique, okay, de la direction l'axe des abscisses. Donc, pour tracer la fonction, on sait que ça décroît lorsque vous êtes de moins infini jusqu'en 0, ça décroît comme ça. Mais ça suit là ces abscisses. Donc, c'est pourquoi le comportement est comme ça. Et la fonction s'annule en alpha. Alpha, on ne connaît pas exactement la valeur, mais on sait que c'est entre moins 0,96 et 0,95. OK? Donc, alpha est quelque part là, ça doit s'annuler. Et aussi, lorsque vous êtes de 0 à plus infini, ça décroît de 0 à 1. Et 1, rappelez-vous que la dérivée première s'annule en 1, donc vous avez une tangente horizontale ici. Okay? Donc, votre fonction décroît en 1, et vous aurez une tangente horizontale. Et de 1 maintenant, ça commence par croître, et ça doit suivre aussi l'axe des abscisses. Donc, voici un peu la courbe de la fonction f. Et sur ce point, je pense que le problème, on a tout fait, on a répondu à toutes les questions. Okay. On a tracé la courbe représentative de f, on a tout étudié. Et j'espère que c'est clair. Si vous avez constaté des erreurs, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Et voici un peu la fin de l'épreuve de mathématiques niveau technicien de l'année passée. Et comme je l'ai dit, le seul problème que je n'ai pas discuté dans cette vidéo, c'est le problème numéro 2 que j'ai déjà discuté. Dans une autre vidéo, je vais mettre le lien pour voir cette vidéo en bas. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ça. Et si vous constatez une erreur, n'hésitez surtout pas aussi à me le faire savoir. Ceci étant, je vais m'arrêter ici. La vidéo est déjà très longue. Soyez connectés bientôt parce que vous aurez aussi les solutions de ces problèmes de physique là. Okay? Donc, je vais aussi corriger les problèmes de physique très bientôt. Je vais faire une vidéo comme ça où je vais corriger les problèmes de physique. Soyez toujours connectés. Si vous êtes un abonné, merci. Si vous êtes juste de passage, merci aussi. Et à la prochaine fois avec Dr. A.